Bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire consacré à la matière organique en lien avec la fertilité des sols, en présentant notamment les derniers résultats, les dernières avancées pour assurer une meilleure gestion de cette matière organique. Voilà, alors cette équipe, nous avons préparé ce webinaire avec toute une équipe de régionaux qui sont indiqués ici avec les flèches. Vous voyez qu'ils viennent de toutes les régions de France. La matière organique concerne toutes les régions françaises. Chacun se présentera à tour de rôle quand ils interviendront. Et nous avons également l'appui de trois expertes, Francesca Degan, Hélène Lagrange et Christine Le Souder, qui seront également là en appui pour répondre à vos questions. Voilà, alors sur le plan de ce webinaire, nous avons défini cette intervention en 4 parties. Une première autour de la définition et des enjeux. Suivra ensuite une présentation des nouveaux indicateurs, en particulier concernant l'analyse biologique. Suivra un gros plan sur les leviers permettant d'améliorer et ceux qui ont une incidence sur l'évolution du taux de matière organique. Et enfin, on terminera la session par un point sur le lien entre le travail du sol et la répartition de la matière organique. Bonjour à tous. Donc Eva Deschamps, moi je suis ingénieure régionale sud basée à Montance, donc dans le Tarn. Pour commencer cette matinée, je vais vous rappeler un certain nombre de définitions et d'enjeux autour de la matière organique et puis de la fertilité des sols. Alors tout d'abord, les matières organiques, de quoi parle-t-on? Donc elles sont composées de molécules héritées du vivant ou fabriquées par le vivant. Donc on peut retrouver dedans les couverts végétaux, les résidus de culture, les racines, mais aussi la faune du sol, et puis des matières organiques plus stables qu'on appelle usuellement l'humus. Donc la matière organique, elle peut être traduite en carbone organique via une formule qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc pour les sols cultivés, pour la grande majorité des laboratoires, c'est le coefficient de 1,72 qui est retenu. Quand on regarde la répartition du carbone dans un sol de 25 cm d'épaisseur avec 2% de matière organique, qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte qu'en majorité, on a de l'humus, c'est-à-dire que 3/4 du carbone du sol, c'est de l'humus, c'est du carbone stable. Et puis, on a une répartition entre des résidus organiques frais, d'autres un peu plus évolués, qui ont commencé à être dégradés, et puis de la macrofaune et de la biomasse microbienne. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a tout d'abord des résidus végétaux qui sont le carburant, donc qui sont dans des états de décomposition plus ou moins avancés. Et donc cette source carbonée, elle va être transformée par un certain nombre d'êtres vivants dans le sol qui sont des moteurs. Donc on retrouve la macrofaune, la mégafaune, donc les annélides, les mollusques, les arthropodes, des insectes, mais également des espèces de la mésofaune et puis de la microfaune, donc des nématodes, des acariens, des protozoaires. Donc ce processus, il aboutit à la transformation en résidus de petite taille, stables, qui constituent l'humus. Et puis, dans ce processus, il y a certains produits de dégradation qui vont être libérés, donc notamment des éléments minéraux, l'azote, le phosphore, la potasse, et des molécules organiques. Alors, si on considère le devenir d'un apport représenté cette fois-ci de façon cinétique, on voit que la quantité de molécules et de tissus végétal va progressivement diminuer. Et à chaque étape, les micro-organismes, qui sont les principaux acteurs de ces biotransformations, vont transformer une partie du carbone qui est contenu dans les molécules végétales et produire du CO2. Ça, c'est la première étape. Et par le même temps, on sait qu'on aura des phénomènes de minéralisation d'éléments nutritifs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a également une partie du carbone qui va être utilisée pour fabriquer des organismes vivants, des cellules. Et puis, ces micro-organismes vont relarguer dans le sol des métabolites microbiens, donc des enzymes extracellulaires, des polysaccharides, des acides organiques, et puis ensuite, ils vont mourir. Et cela va également alimenter une certaine proportion du carbone du sol. Alors à la fin, si on somme ce qui reste dans le sol,
eh bien, on a en grande culture, globalement, 35% du carbone qui reste dans le sol, alors que 65% a été consommé sous forme de CO2. Et donc, cette cinétique, elle se déroule en permanence, ce qui fait qu'il y a toujours des résidus qui arrivent au sol. Et donc, si on fait un bilan à l'échelle de l'année, pour 100 kg de carbone sous forme de résidus de culture, in fine, on a 60 à 80 kg de carbone qui repart dans l'année sous forme de CO2 et qui va donc être minéralisé. Alors, quel est l'effet de la matière organique sur la fertilité des sols, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Il faut rappeler que la matière organique est un élément essentiel sur les 3 composantes de la fertilité. Donc, je vous ai mis ici une liste non exhaustive de ces effets sur la fertilité des sols, mais on peut citer notamment l'action sur l'état structural du sol. Donc, elle joue notamment un rôle important sur l'érosion des sols ou l'abattance et sur la réserve hydrique. Elle met également à disposition des éléments nutritifs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis enfin, elle a un rôle important sur le développement de l'activité des organismes du sol. Donc Charlotte vous présentera tout à l'heure un travail qui a été mené sur des indicateurs qui permettent d'apprécier justement ces différents volets de la fertilité. Alors, je vous ai présenté qu'un court résumé des effets de la matière organique des sols. Néanmoins, je suis sûre que vous brûlez d'envie de me demander mais comment je peux faire pour mesurer l'impact de mes pratiques sur justement ce stock de matière organique. Alors, sachez qu'il existe de nombreux modèles et notamment un modèle qui s'appelle AMG, donc qui tourne dans des outils tels que Simios ou CHN, et donc qui a été construit sur la base de nombreux essais longue durée qui ont permis de modéliser l'impact des pratiques. Et donc, on vous présentera tout à l'heure quelques-uns de ces résultats d'essai. Donc, ce modèle, il est basé sur le calcul de bilan humique à la parcelle, sur une profondeur de 0,30, et il permet d'avoir une lisibilité long terme des pratiques à l'échelle d'un système de culture. Donc, il matérialise 2 compartiments. Un compartiment de carbone actif, donc décomposable. Donc, c'est ce compartiment-là qui est le seul à être alimenté en fait par des apports de carbone frais, et donc qui va être affecté par la minéralisation annuelle. Et puis un compartiment de carbone stable, donc plutôt à échelle des 100 ans au moins, donc qui est considéré comme totalement inerte sur le court ou sur le moyen terme. Donc ce bilan humique, finalement, c'est la différence entre 2 termes, des entrées de carbone organique dans le compartiment de carbone actif, donc des résidus de culture, des racines, des amendements organiques, qui sont finalement nos leviers. Donc ce carbone frais, il va être converti en carbone humifié selon un coefficient d'humification qui dépend de la nature des apports. Et puis des sorties de carbone par minéralisation qui là vont dépendre plutôt des caractéristiques du sol et du climat. Alors je vais vous montrer un exemple de modélisation, l'évolution du carbone organique en fonction de la succession culturelle sur un même type de sol, même climat. Donc, ceci n'est qu'un exemple, hein, on vous présentera tout à l'heure d'autres leviers plus amplement. Donc, vous voyez qu'on part toujours d'un état initial et puis, après avoir augmenté ou diminué son stock de carbone, on va se retrouver à nouveau sur un nouvel état d'équilibre. Donc, nous sommes sur des pas de temps longs, avec des enjeux dans cette situation hein, qui sont de l'ordre de 4 tonnes de carbone hectare à horizon de 50 ans, ou 0,2% de matière organique, donc dans la meilleure situation. Hein. Donc on se stabilise hein, toujours vers un nouvel état d'équilibre, ce qui signifie que finalement, si on veut continuer à stocker du carbone dans nos sols, bah, c'est une course de longue haleine, hein, il faut multiplier les leviers, et surtout, un point important, c'est veiller à ne pas déstocker. Donc, ce qui va jouer dans cet exemple, hein, vous voyez qu'on a une succession culturelle avec des pailles, du colza et puis de la betterave. C'est finalement l'effet des restitutions au sol, c'est-à-dire les quantités de biomasse qui sont restituées et les teneurs en carbone. Donc, on sait très bien que la biomasse de paille ou de colza est bien plus importante hein, que la betterave. Donc,
Si je passe maintenant à la conclusion, donc vous avez bien compris hein, que les matières organiques sont des molécules héritées du vivant ou fabriquées par le vivant et qu'elles évoluent de façon plutôt lente dans le sol. Donc elles participent notamment à la mise à disposition d'éléments nutritifs intéressants pour l'agriculture, mais elles sont aussi à l'origine de nombreux bienfaits, on va dire, et notamment à l'origine du stockage du carbone dans les sols. Et ce sont donc des leviers intéressants, notamment dans le cadre de stratégies un peu nouvelles. Donc, la stratégie nationale bas carbone, dont je vais vous parler rapidement. Donc, la stratégie nationale bas carbone, hein, c'est une feuille de route qui est dressée par la France pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Tous secteurs d'activité confondus, donc ça touche les déchets, l'énergie, l'industrie, les transports et l'agriculture. Elle s'appuie hein, sur un scénario prospectif d'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, sans faire de pari technologique. Et aujourd'hui, l'agriculture apparaît plutôt comme émettrice de carbone, environ 17% des émissions en France. Ce sont les surfaces en bois et en forêt qui sont plutôt des puits de carbone, mais les terres agricoles ne représentent pas aujourd'hui des puits de carbone à l'échelle nationale. Donc à terme, des changements de pratiques sont possibles hein, pour rendre ce poste stockeur, notamment sur les terres cultivées. Et donc vous verrez au cours de cet exposé un certain nombre de pratiques qui permettent de stocker davantage de carbone. Donc bonjour à tous, Charlotte Boutroy, ingénieure régionale Hauts-de-France. Donc moi je vais poursuivre sur l'évaluation de la fertilité des sols et puis les apports de nouveaux indicateurs afin d'évaluer la fertilité de ce sol. Donc tout d'abord, on sait que pour évaluer la fertilité de son sol, on a différents indicateurs hein, qui existent déjà. On peut citer pour évaluer la fertilité physique des sols des tests complémentaires comme le test Bech ou les Birkan tests ou le SLEC test pour la stabilité structurelle des sols. On a aussi l'analyse de terre hein, qui est très globale et puis avec toute son interprétation qui permet d'évaluer à la fois la fertilité chimique et puis aussi une partie de la fertilité biologique. Et puis on peut citer au sein de cette analyse de terre la teneur en matière organique que Eva vient de vous présenter et puis la teneur en azote total également. Et puis plus on avance, plus on se rend compte qu'on a plutôt pas mal d'indicateurs pour évaluer la fertilité physique et puis la fertilité chimique des sols, mais qu'en termes de fertilité biologique, on est encore un peu maigre. Et puis, on a de plus en plus aussi le développement d'un boom de nouveaux indicateurs pour être en mesure d'évaluer notamment cette fertilité biologique des sols, mais pas seulement, pour aussi évaluer la fertilité au sens large avec des nouvelles méthodes beaucoup plus globales. Et on peut vite être perdu sur les indicateurs à choisir, lesquels prioriser, comment les interpréter, etc. Et notre réponse à ce boom d'indicateurs chez Arvalis, c'est le projet Microbioterre, donc qui est un projet piloté par Arvalis en lien avec différents partenaires, dont Unilassal, des instituts techniques comme Terrinovia et l'ITAB, un laboratoire Auréa, l'INRAE, et puis des chambres d'agriculture, la chambre d'agriculture de Bretagne, de Saône-et-Loire, d'Alsace et du Grand Est, et avec le soutien du RMT Bouclage. Et donc, le but de ce projet, c'est de référencer des indicateurs de microbiologie des sols liés essentiellement au cycle du carbone et de l'azote. Et c'est d'intégrer ces nouveaux indicateurs à votre analyse de terre de routine. Et c'est ici l'enjeu de compléter cette analyse de terre et d'aller plus loin que les indicateurs de référence comme le taux de matière organique, et qui englobe en réalité une diversité de matières organiques. Et ici, c'est de préciser cela, de préciser les différentes dynamiques qui peuvent exister pour pouvoir à terme analyser et puis piloter de façon plus fine vos pratiques. Donc, au sein de ce projet, on a testé toute une batterie d'indicateurs que vous voyez ici affichés à l'écran. Donc, on a des indicateurs, on va dire des covariables hein, qui nous ont permis dans notre réseau d'essais pour tester ces indicateurs d'évaluer les autres types de fertilité du sol. Et puis, on a des indicateurs de l'abondance de micro-organismes. Donc, on peut citer la biomasse microbienne et puis tout ce qui est lié à l'ADN des bactéries et des champignons. On a aussi des indicateurs liés à l'activité de ces micro-organismes, donc liés à l'activité enzymatique.
et puis des indicateurs de la minéralisation du carbone et de l'azote, et puis du côté vraiment matière organique, des indicateurs du fractionnement granulométrique de cette matière organique, et notamment le carbone labile au permanganate de potassium ou les fractionnements de la matière organique. Et on a conservé certains de ces indicateurs que vous voyez ici encadrés en rouge et qui sont les indicateurs du menu microbiotaire. Et en fait, on a conservé ici les indicateurs qui étaient, selon nous, les plus précis, c'est-à-dire qui permettaient, dans notre réseau d'essais, de discriminer les différentes pratiques et donc qui jouaient réellement leur rôle d'indicateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces indicateurs ici, je vais juste faire le focus sur quelques indicateurs à titre d'exemple pour que vous compreniez la démarche. On peut citer donc un premier focus sur le carbone labile au permanganate de potassium. Donc c'est le carbone qui est facilement biodégradable par la plante, par le sol, pardon, excusez-moi. Et pour pouvoir utiliser ces indicateurs, eh ben, il faut que les laboratoires ils soient en mesure de les mettre en place et puis que ça n'ait pas non plus un coût trop élevé à la fois pour vous, producteurs, ou vous, laboratoires. Et donc, on a établi aussi la faisabilité technico-économique de chacun des indicateurs. Et on peut voir que dans ce cas-ci, le coût il est plutôt faible et l'indicateur il est plutôt facilement mis en place par les laboratoires, surtout que il y a juste à envoyer un échantillon de sol sec, donc comme vous le faites pour une analyse de terre toute classique. Et puis, une fois qu'on sait qu'on a sélectionné ces indicateurs, on a regardé s'ils étaient faisables ou pas, ben on s'est intéressé sur quelles pratiques agronomiques mises en place au champ permettent de faire varier ces indicateurs. Donc en fait, ces indicateurs, quelles pratiques on peut mettre en évidence avec eux. Et on voit qu'au niveau du carbone labile au permanganate de potassium, c'est essentiellement, on différencie, enfin les pratiques qui l'améliorent essentiellement, c'est bien les PRO, donc l'apport de PRO, donc de produits résiduels organiques, donc les fumiers, les lisiers, etc. Et puis les rotations, et puis dans une moindre mesure, le changement total de système de culture, le travail du sol et les couverts. Je peux vous faire également un focus sur la biomasse microbienne, donc qui est la quantité de carbone vivant qui est contenue dans les micro-organismes du sol, donc qui sont essentiellement les bactéries et les champignons. Et contrairement à l'indicateur précédent, celui-ci il a un coût qui est plutôt élevé et il est un peu plus difficile à mettre en place au laboratoire puisque il a une faisabilité qui est parfois compliquée avec l'utilisation de chloroforme. Et puis surtout, tout ce qui concerne après les indicateurs microbiologiques, il n'y a pas l'analyse, elle ne peut pas se faire sur sol séché. Donc, il faut envoyer rapidement l'échantillon après prélèvement pour avoir une analyse qui soit valable. Et puis, c'est les pratiques agronomiques donc mises en place qui permettent d'améliorer cet indicateur. Et ben, on retrouve comme sur l'indicateur précédent l'apport de PRO et puis les rotations essentiellement. Donc, une fois qu'on sait ce que permet d'améliorer l'indicateur et puis qu'on sait s'il est faisable ou pas, bah, il faut pouvoir derrière être en mesure d'interpréter les résultats. Et puis, pour interpréter ces résultats, bah, il faut déjà un référentiel d'interprétation. Donc, je vous présente ici, toujours sur l'exemple de la biomasse microbienne, le référentiel d'interprétation qui a été construit donc, avec les mesures que nous avions. Et donc, on est en mesure de dire que la biomasse microbienne, elle varie à peu près entre 100 et 800 mg par kilogramme de terre. Et on a ensuite séparé cette grande échelle en différentes classes. Donc, on est capable de dire, en fonction de la valeur, si on est dans la classe basse, donc très faible, à la classe la plus élevée, très élevée. Attention, on note bien ici que on regarde la place dans le référentiel, on n'est absolument pas encore en train de conclure pour dire si c'est bien ou pas bien. Ça, c'est une étape suivante que je vais vous présenter maintenant et qui est possible grâce au lien qui existe entre les indicateurs et les différentes fonctions du sol. Et donc, pour faire ces liens, on a essayé de chercher donc, dans la littérature, dans les recherches, etc., ce qui se cache en fait derrière tout ça, puisque vous allez me dire c'est bien d'avoir plus de biomasse microbienne, d'avoir une très bonne activité enzymatique, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Et donc, on a essayé de rechercher les liens qui pouvaient avoir lieu entre les indicateurs et puis ces 3 grandes fonctions du sol présentées ici, et puis les liens avec les grands processus liés à ces grandes fonctions du sol. Ce qui nous a permis de construire derrière un tableau d'interprétation que vous voyez, que vous allez voir s'afficher à l'écran dans quelques instants, et avec les relations qui existent entre ces indicateurs et les fonctions du sol. Vous pouvez voir par exemple qu'il y a des relations positives, donc très fortes, entre certains indicateurs et puis certaines fonctions du sol. On a aussi des relations qui s'affichent en bleu plus clair qui sont moyennes, donc qui sont toujours positives, mais qui sont de moindre force. Et puis on a aussi beaucoup de relations qui sont disponibles, qui sont connues, mais à dire d'experts, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'équation derrière, on n'a pas de bibliographie de recherche vraiment étayée pour faire ce lien, mais à dire d'experts, on a un lien entre ces indicateurs et ces fonctions. Puis il existe aussi des relations négatives entre certains indicateurs et certaines fonctions du sol, donc plus ou moins négatives, hein, comme vous pouvez le voir affiché ici sur l'écran. Et en fait, ce tableau, il vous permet derrière de voir le lien qu'il y a entre les différents liens possibles entre ces indicateurs et les fonctions du sol. Et comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de cases blanches, parce qu'il y a encore beaucoup de liens qui ne sont pas établis dans la littérature, et on ne sait pas s'il y a un lien entre ces différents indicateurs que vous voyez à gauche, qui sont les indicateurs du menu microbiotaire, et puis réellement toutes les fonctions du sol qui sont présentées ici. Et puis, pour essayer de vous expliquer un peu de façon plus claire le projet développé ici, je vais vous présenter un exemple. Donc, on se situe dans une parcelle en Bretagne, en sol sablo-argileux. Et puis, on sait que dans cette parcelle, on a l'apport de produits résiduels organiques, hein, donc de fientes de poulet, et puis on a très peu de travail du sol. Derrière, quand on regarde à droite de ce tableau d'interprétation les valeurs de l'indicateur et surtout comment on se retrouve dans le référentiel, on peut voir qu'on est plutôt très élevé sur beaucoup d'indicateurs. Et puis, si on prend comme exemple, par exemple, le carbone labile au permanganate de potassium que je vous ai présenté précédemment, donc le CKMNO4 que vous voyez ici au milieu de tableau, eh ben, on peut dire que notre valeur étant très élevée, derrière, on est plutôt très bon, on a peu de perte d'azote, et puis on est plutôt pas trop mal au niveau de la structure de notre sol. Et donc, en fait, l'interprétation qui est faite derrière de ces résultats, elle est toujours liée aux attentes réelles de l'agriculteur sur le terrain. C'est une interprétation qui doit être faite par rapport aux attentes sur le terrain et puis par rapport aux pratiques mises en place. Et puis, si on voit on répond pas, les indicateurs répondent pas aux résultats attendus par l'agriculteur, et ben, il faut changer les pratiques et puis changer les pratiques agronomiques qui permettent de faire varier la note de ces indicateurs. Donc en fait, pour conclure là-dessus, ce projet, c'est une première étape d'analyse et d'interprétation des nouveaux indicateurs. On a monté un référentiel d'interprétation, on sait estimer la faisabilité technico-économique des pratiques, on sait l'impact des différentes pratiques, donc des leviers agronomiques sur les indicateurs, mais on a encore du travail à approfondir, hein. On travaille ici que sur des indicateurs liés au cycle du carbone et de l'azote. La relation indicateur-fonction, elle est encore à développer, comme vous avez pu le voir avec le tableau précédent. Et puis, ici, on a tous les indicateurs, etc., présents dans le menu microbiotaire. Évidemment, l'objectif derrière, c'est de pouvoir compiler ces indicateurs, en faire que certains et pas tous, et puis de proposer une interprétation globale pour vous sur le terrain. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce projet, sachez qu'il y a la restitution de ce projet qui est prévue le 13 janvier 2022 à Rouen, sur le campus d'Uni-la-Salle, et puis qu'il y a aussi une communication au Comifère qui est prévue ce 25 novembre, donc avec des informations plus détaillées sur le développement de ce projet et puis sur ces nouveaux indicateurs microbiologiques.
Eva nous a rappelé les enjeux de la matière organique. Ce que l'on vous propose à présent, avec 2 intervenants, Héloïse Gave et Benjamin Collin, c'est d'aborder quels sont les leviers de gestion de la matière organique. Apparemment, vous êtes très impatients de le savoir puisque la plupart des questions portaient là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on maintient l'état organique, l'état humique d'un sol? Quels sont les leviers? Quelle est leur hiérarchie? Benjamin et Héloïse, je vous passe la parole. Oh, super, merci Anne-Monique. Donc effectivement, avec Héloïse, on va vous présenter les différents leviers de cette gestion de la matière organique. Donc on va commencer un peu pour vous illustrer un peu quelques leviers que vous connaissez bien, hein, redécrire un peu ces différents types de leviers. Donc ce qu'on voit, c'est que eh bien, on a par exemple un premier levier qu'on connaît bien, c'est l'insertion de cultures pluriannuelles dans les rotations de type prairie ou luzerne. Donc ça, on va dire, c'est plutôt bien adapté dans des systèmes où on va avoir des débouchés qui vont être faisables, hein, dans des systèmes de polyculture élevage, mais un peu plus difficile dans les systèmes céréaliers. Par contre, on a un deuxième levier, hein, qui est aussi bien connu, c'est l'insertion de couverts, type de couverts végétaux en interculture pour restituer une biomasse végétale supplémentaire, donc un apport de carbone supplémentaire. Un troisième levier, c'est la restitution des résidus de culture sur la parcelle. Donc ça, par contre, ça va dépendre, on va dire, du rendement de la culture et du type de culture, puisque, on va dire, les restitutions sont un peu différentes d'une culture à une autre. Et enfin, l'apport de matières amendantes résiduelles organiques, ce qu'on appelle l'hémaphore, donc apport exogène de carbone sur la parcelle. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, contraint par des réglementations, des contraintes réglementaires en termes de dose, de fréquence d'apport et de date d'apport. Et aussi en termes de coût, hein, puisqu'on a un coût, on va dire, un prix de l'achat de ces matières si on n'arrive pas à les produire sur son exploitation, ou même un coût en termes de logistique. Donc dans la suite du Stopo, on va aborder quelques-uns de ces leviers pour avoir déjà un ordre d'idée de leur effet sur l'évolution de la matière organique. Donc dans cette diapo, pour commencer, on va parler des couverts et des résidus de culture. Donc pour voir un peu l'ordre de grandeur de l'impact de ces leviers sur la matière organique, on va prendre une simulation AMG, hein, donc le modèle qu'on a parlé en introduction. Donc on prend une rotation de colza, blé, orge de printemps, sur laquelle on n'a fait aucun couvert et on a exporté tous les résidus de culture, on n'a pas fait d'apport de pro, et on a pris 2 types de sols. Un sol plutôt faible en matière organique, 1,6% de matière organique, un terre-fort moyen, donc un argilo-calcaire, et un sol plus riche à 3,1% de matière organique, donc un limon argileux. Alors ce qu'on voit dans le graphique là, c'est des barres bleues et des barres violettes. Donc les barres bleues, c'est l'évolution de la matière organique dans le limon argileux, donc dans le sol riche en matière organique après 40 ans, donc entre 0 et 40 ans, et en violet pour l'argilo-calcaire. Alors ce qu'on voit tout à gauche, c'est l'évolution lorsqu'on fait aucune modification par rapport au système initial. Et déjà, premier constat, c'est qu'on a une évolution différente selon le type de sol. Dans le limon argileux, on va avoir un déstockage. On va arriver à moins 0,6% de matière organique après 40 ans. Tandis que dans l'argilo-calcaire, on va être à plus 0,13% de matière organique. Donc déjà, suivant l'état initial qu'on prend, on a des évolutions complètement différentes. Après, sur la partie droite, dans le carré vert, on voit l'effet, on va dire, de la mobilisation des leviers résidus de culture, on va dire, laissés sur le sol. Donc 2 années sur 3, hein, les pailles de colza et d'orge de printemps. Et également à côté, l'impact du couvert, donc un cipant de 2,5 tonnes de matière sèche entre le blé et l'orge de printemps. Donc là, on voit des effets positifs et similaires entre ces 2 leviers. Et la combinaison des 2 permet, on va dire, de multiplier les effets en quelque sorte. Donc là, on arrive dans ce type de cas de figure à plus 0,3% de matière organique pour l'argilo-calcaire. Donc on augmente le stockage en tendance positive lorsqu'on combine le levier couvert plus résidus de culture. Et dans le limon argileux, on a une tendance aussi positive puisqu'on atténue le déstockage. Donc et bien garder en tête, au-delà de l'état initial, c'est l'ordre de grandeur, hein, ce qu'on dit aussi depuis le début de ce topo, c'est qu'ici on est à plus 0,3 ou plus 0,2% de matière organique, donc on est loin des plus 2 ou plus 3% de matière organique, et là c'est sur 40 ans. Donc par la suite, là on va vous présenter le levier sur les pros.
Oui, donc maintenant que Benjamin nous a présenté l'effet des cultures intermédiaires, on va parler de l'apport de produits résiduaires organiques. Donc, on trouve dans cette catégorie notamment les effluents d'élevage tels que les fumiers ou les lisiers. Vous avez ici un graphique qui vous représente la synthèse d'un certain nombre d'essais avec des apports de fumier de bovins. Donc, vous avez deux effets qui sont présentés sur ce graphique. Le premier effet, qui est représenté en jaune, qui correspond à l'écart de teneur en matière organique en fin d'essai. Donc, si on prend la première ligne, par exemple pour l'essai de Crécom dans les Côtes d'Armor, dans la modalité où on ajoutait 23 tonnes de fumier par hectare tous les 2 ans, donc en rotation maïs fourrage blé, on a constaté en fin d'essai une augmentation de plus 0,22% de la matière organique. Donc on voit que sur le poste teneur en matière organique, l'apport de Pro permet une augmentation de cette teneur en matière organique et avec un ordre de grandeur qui varie selon la conduite et selon l'état initial, qui dans les essais recensés dans cette synthèse va entre plus 0,03% pour l'essai d'Ureux à plus 0,55% pour l'essai de Saint-Hilaire-en-Veuve. L'autre effet des Pro sur la fertilité qu'on constate, c'est un supplément d'azote minéral lié à l'apport répété de Pro. Donc en fait, ce supplément d'azote, il s'explique par un supplément de minéralisation. Et donc, c'est les barres en bleu qui sont représentées sur ce graphique. Et donc, on voit que dans l'ordre de grandeur, on a un supplément d'azote minéral fourni qui va entre plus 5 et plus 65 unités d'azote par hectare et par an. Voilà pour ça, on peut passer à la suite. Donc là, avec Héloïse, on vous a montré l'effet positif des leviers couverts, résidus et Pro sur la matière organique du sol. Mais la question qu'on se pose de plus en plus, c'est quel est l'effet, on va dire, de la méthanisation sur la gestion de la matière organique, puisque on va dire, on pourrait penser que le fait d'introduire une unité de méthanisation, ça exporte du carbone sous forme énergétique, et donc on pourrait, on va dire, en quelque sorte décarboner notre sol. Donc, pour aborder un peu cette thématique de l'effet des leviers, on va dire cives, l'exportation de cives et l'apport de digestat, eh bien, on a à peu près trois types d'échelles, on va dire, d'études. La première que je vous présente ici, c'est l'échelle à l'échelle de la plante. Donc là, on a des éléments bibliographiques, avec notamment une étude danoise. En fait, ce qu'a fait cette étude, c'était de regarder, finalement, quand on a un stock initial de carbone issu de la plante, quelle part de ce stock de carbone va dans la matière organique, selon qu'on se situe, on va dire, dans une restitution directe, selon qu'on a, on va dire, l'intermédiaire de l'animal, avec les pros, ou d'une méthanisation. Donc ce que vous avez à gauche, en fait, c'est 100 kg de carbone en haut, 100 kg de carbone, on va dire, issu d'un couvert ou d'un résidu de culture, qu'on restitue intégralement au niveau du sol. Donc on a 100 kg de carbone qui va au sol. Et les mesures labo dans cette étude ont montré qu'on avait une forte minéralisation sous forme de dioxyde de carbone liée à l'activité du sol. Et finalement, sur ces 100 kg de carbone, eh bien, sur le long terme, à l'échelle, on va dire, de 2 ans, on avait 14 kg de carbone qui restaient dans le sol, donc qui contribuaient, on va dire, à être humifiés et à contribuer à la matière organique, à augmenter la matière organique. Dans le cas où on est sur des pros, donc avec l'intégration, on va dire, de l'animal dans les flux de carbone, eh bien, on a une sortie de carbone sous forme énergétique, que ce soit du lait, de la viande ou même de la chaleur de l'animal. Et lorsqu'on restitue, donc par exemple les fumiers, les lisiers, enfin tout ce qui est pro, au niveau du sol, on a une diminution du carbone restitué au sol. On est à 30 kg par rapport aux 100 initiaux. Mais par contre, ces 30 kg sont plus stables, c'est-à-dire que la moitié va contribuer directement à l'humus du sol. Et on se retrouve sur le même ordre de grandeur qu'avec les couverts et les résidus. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse effectivement à la méthanisation, donc direct, c'est-à-dire qu'on prend des cives et qu'on met directement dans un méthaniseur, qu'on produit du méthane et qu'on restitue le digestat au niveau de la parcelle, eh bien on a à peu près 20 kg de carbone qui est restitué au niveau du sol. Mais ces 20 kg sont également plus stables, donc il y a un peu plus de la moitié qui va contribuer à l'humus du sol. Et lorsqu'on prend le dernier cas où on passe, on va dire, le carbone de la plante à travers l'animal, puis à travers la méthanisation, on se retrouve avec une exportation, on va dire, énergétique et alimentaire. Et donc finalement, sur le sol, il nous reste à peu près 16 kg de carbone au niveau du sol.
Mais parmi ces 16 kg, on a à peu près les 3/4 qui sont stables. Donc on arrive sur à peu près 12,2 kg de carbone stable pour contribuer à la matière organique, à l'augmentation de la matière organique. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette diapo? C'est que quand on considère un même stock initial de carbone de la plante, quel que soit, on va dire, le trajet que prend ce carbone, on arrive finalement à toujours à peu près le même ordre de grandeur en termes de part de carbone qui va dans l'humus, à peu près de l'ordre de 12 à 14 dans les types de sols considérés dans l'étude. Mais selon les situations, on a une valorisation des flux de carbone différentes. Dans un cas, c'est plutôt alimentaire, dans l'autre énergétique, ou uniquement de la minéralisation, donc la génération de dioxyde de carbone. Donc à voir aussi que là, on a pris on va dire des stocks initiaux égales entre situations, mais bien évidemment qu'on a moins de carbone lorsqu'on fait des résidus que par rapport à un couvert. On a beaucoup plus de biomasse avec un couvert, et pareil pour une cive. Donc dans la suite, là, on va prendre une autre échelle. On va passer à l'échelle parcellaire pour étudier l'impact des différentes pratiques, notamment des cives et l'apport de digestat. Oui, merci Benjamin. Donc pour étudier donc l'impact des cives et des digestats à l'échelle parcellaire, on vous propose un cas d'étude. Donc pour ce cas d'étude, on va se positionner sur un sol de terre fort moyen. Si on peut revenir à la diapo d'avant, s'il vous plaît. Un sol avec 1,7% de MO et de type argilo-calcaire, avec une rotation blé tendre, orge d'hiver, maïs irrigué. Et donc les différentes comparaisons qu'on va faire sur cette parcelle, donc c'est de voir quel est l'effet d'un couvert type SIPAN, donc un SIPAN de type graminé avant le maïs grain, qui permet une restitution de 2 tonnes de matière sèche par hectare de biomasse 1 an sur 3. Ensuite, on va regarder l'effet d'une cive d'hiver qui est exportée avec un impact rendement sur la culture suivante. Donc, on va insérer cette cive d'hiver avant le maïs grain, ce qui permettra une restitution de 6 tonnes de matière sèche par hectare et un impact rendement de l'ordre de moins 10 quinto-hectares. Et finalement, on regardera l'effet d'une cive d'hiver exportée avec un impact rendement sur la culture suivante, plus le retour du digestat. Donc la cive d'hiver avant maïs grain, elle nous donne toujours 6 tonnes de matière sèche hectare et un impact rendement de l'ordre de 10 quinto-hectares. Et le digestat apporté sur cive nous rapportera 33 tonnes de matière brute hectare, soit l'équivalent de 70 unités efficaces d'azote par hectare. Donc si on passe à la diapo de résultats, donc si on prend le graphique de gauche, qui nous représente l'effet de l'insertion d'une cive, des différents scénarios qu'on vous a proposés avant. Donc ce graphique il représente l'écart de MO sur 40 ans sur l'horizon 0,30. Donc si on prend la première barre de ce graphique, la barre sans culture intermédiaire et sans cive, donc en fait l'état initial, le système initial plutôt, on voit que ce système il permet une augmentation du taux de matière organique de l'ordre de 0,24 points sur 40 ans. Quand on insère une cive qui va faire 6 tonnes de matière sèche par hectare, qui sera exportée et qui inclut une perte de rendement, on voit qu'on augmente cette augmentation du taux de matière organique, puisqu'on arrive à une augmentation de 0,31 points sur 40 ans. Ensuite, on compare cette situation avec la situation qui est représentée en orange sur la diapo, qui est la SIPAN enfouie, avec une SIPAN qui produit 2 tonnes de matière sèche. Et là, on arrive à un effet assez similaire de l'ordre d'une augmentation de 0,35% sur 40 ans. Et finalement, si on fait cette même SIPAN, mais au lieu de faire 2 tonnes de matière sèche, on arrive à produire 4 tonnes de matière sèche. Là, on a une augmentation du pourcentage de matière organique de 0,46 points sur 40 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce résultat? Parce que quand on a une cive, on l'exporte alors qu'une SIPAN est restituée. Donc, ça peut paraître un peu étonnant d'avoir un effet sur la matière organique qui est similaire. Ça s'explique par le fait que quand on exporte une cive, on a 15 cm qui restent sous la barre de coupe, en fait. Et cette restitution, elle correspond à peu près à une restitution de 2 tonnes de matière sèche. Donc, ce qu'on fait quand on produit un couvert, on va dire un couvert moyen.
Donc, en conclusion de ce qu'on peut dire de cette étude, c'est que l'exportation d'une cive, c'est équivalent en termes d'effet sur la matière organique à une cipan de 2 tonnes enfouie. En revanche, si la cipan est supérieure à 2 tonnes de matière sèche, et ben, la cive exportée aura un effet, un moins bon effet sur le pourcentage de matière organique, puisque quand on a une cipan qui est supérieure à 2 tonnes de matière sèche hectare, on a une augmentation du pourcentage de matière organique qui est plus importante dans le cas étudié. Hop, donc maintenant, on va parler des digestats, du retour de digestat, puisque souvent quand on a l'exportation de cives, c'est qu'on peut avoir aussi une restitution de digestat sur cette même parcelle. Donc là, on a pris à peu près la même méthodologie, donc avec les mêmes cas types, sur lequel on a mesuré, les caractéristiques d'un digestat. Donc on a apporté, fonction de ces caractéristiques, 33 tonnes pour arriver en fait à 70 kg d'azote efficace sur la cive d'hiver. Donc sur la droite, vous retrouvez le même graphique que précédemment, si ce n'est qu'on a remplacé la dernière barre verte pour voir l'effet du digestat. Donc cette barre verte, représente en fait l'écart en pourcentage de matière organique sur 40 ans de la cive exportée plus l'apport de digestat. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que l'effet du digestat apporte plus 0,1% de matière organique par rapport à la barre bleue qui est la cive exportée seule. Et on est supérieur à un couvert à 2 tonnes de matière sèche par hectare. Donc finalement, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, le fait d'exporter une cive et de retourner un digestat sur cette même cive, eh bien, on arrive à augmenter, on va dire, la teneur en matière organique et à être supérieur à un couvert de 2 tonnes de matière sèche par hectare. Donc là, finalement, ce qu'on a vu dans ces précédentes diapositives, c'est qu'on a essayé d'isoler les effets de chacun de ces leviers, le levier cive, le levier digestat, on a vu des impacts positifs. Mais finalement, un agriculteur, lui, va essayer de combiner tout un tas de leviers, notamment lorsqu'il a une unité de méthanisation, pour optimiser, on va dire, la biomasse, l'augmentation de la biomasse sur son exploitation et nourrir le méthaniseur. Donc on a étudié cela via une troisième échelle d'approche, l'échelle, on va dire, de l'exploitation. Donc sur lequel on a regardé, on va dire, on a enquêté des agriculteurs, donc 8 exploitations en Pays de Loire, sur lesquelles on a enregistré toutes leurs pratiques lorsqu'ils n'avaient pas de méthanisation. Donc on a enregistré ce qu'ils faisaient en termes de rotation, en termes d'apport de pro, etc., avant la méthanisation, et ce qu'ils ont fait après l'introduction de l'unité de méthanisation au sein de leur exploitation. Donc qu'est-ce qu'ils ont changé, on va dire, en termes de pratique. Donc finalement, sur le graphique de droite, vous voyez toujours l'évolution de cette matière organique sur 20 ans, dans l'horizon 0,30 cm. Et ce qu'on peut voir, premier constat, c'est que lorsqu'on n'avait pas d'unité de méthanisation, eh bien, tous les systèmes ne sont pas à l'équilibre. Même s'ils pratiquaient, on va dire, ils avaient des pratiques, on va dire, plus ou moins longues, eh bien, lorsqu'on enregistre ces pratiques dans le modèle AMG, on se rend compte qu'ils ne sont pas tous à l'équilibre. Par exemple, l'exploitation 2 et l'exploitation 3 continuent de stocker plus 2 à plus 1% de matière organique, tandis que d'autres déstockent légèrement, comme l'exploitation 6 ou 8. Donc toujours pareil, hein, selon l'état initial, selon les pratiques et selon le changement de pratique, eh bien on peut avoir on va dire un équilibre qui n'est pas encore là, et donc être dans une dynamique de stockage ou déstockage. Alors après, pour ce qui nous intéresse, quel est l'effet, on va dire, finalement, de la méthanisation sur ces exploitations? Eh bien, ça, c'est représenté par les barres orange. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'on n'inverse pas les tendances d'évolution de la matière organique. À la limite, on les atténue dans certaines exploitations. Par exemple, sur l'exploitation 2, on voit qu'avant l'unité de méthanisation, on était dans un stockage qui allait vers 2 tonnes de matière organique sur 20 ans. Et lorsqu'on introduit la méthanisation, qu'on prend les pratiques liées à la méthanisation, eh bien, on stocke toujours et à 1,6% de matière organique. Dans d'autres exploitations, comme l'exploitation 6, il n'y a aucun effet, on va dire, de l'introduction de la méthanisation. On garde la même dynamique sur le bilan humique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, c'est que
on pourrait penser qu'avec l'introduction d'une unité de méthanisation, on va exporter du carbone à l'extérieur de son exploitation sous forme énergétique, sous forme de méthane. Mais en réalité, l'agriculteur va en même temps changer ses pratiques. Il va optimiser finalement l'entrée de carbone dans son système en mettant par exemple des couverts, en mettant des cives, en optimisant tout ce qu'il peut, on va dire, sur ses cultures pour en fait introduire davantage de carbone lié à la photosynthèse du végétal. Donc finalement, il y a très peu d'effet de l'introduction de la méthanisation sur le bilan chimique à long terme. Après, on peut passer sur la diapo suivante pour aborder d'autres leviers avec Héloïse. Oui, donc maintenant qu'on a évoqué, on va dire, des leviers un peu plus classiques, on s'est posé la question de savoir si les activateurs de sol étaient une voie pour gérer la matière organique. Donc vous avez ici un graphique qui vous représente le pourcentage de matière organique mesurée après 4 ans d'essai. Et avec, donc on a 3 essais qui sont représentés ici, et avec à chaque fois des conduites de fertilisation différentes. Donc, si on prend le premier pavé du graphique, donc pour l'essai de Fiac dans le Tarn, en fin d'essai, après 4 ans d'essai dans le Témoin, donc avec une conduite de fertilisation classique, on va dire, on était à 1,80% de matière organique dans le sol. Et donc, on a regardé si 3 produits là évalués ici, donc le bactériosol, le PRP et le Xurian, permettaient une augmentation de ce taux de matière organique. Donc, ce qu'on voit dans cet essai, c'est qu'on constate peu de modifications du taux de matière organique, et ce, quel que soit le site d'essai ou le produit utilisé. Bon, à noter que l'évaluation, elle a été faite après 4 ans de pratique, ce qui est un pas de temps relativement court pour observer des effets sur la matière organique. Dans ces essais, on s'est posé la question aussi de savoir si on avait des modifications de la biomasse microbienne. Donc, on a fait des mesures de biomasse microbienne en pourcentage du carbone total. Donc, on n'a pas d'effet produit dans 2 essais sur 3, mais on a pu constater une augmentation de la biomasse microbienne dans un essai du réseau. Et on a fait aussi des mesures de potentiel de minéralisation de l'azote en pourcentage de l'azote total. Et là, en revanche, on n'a pas constaté d'effet de ces produits dans les 3 essais en question. Mais bon, comme je l'ai dit, un pas de 4 ans, ça peut être court pour mesurer des effets. Donc, l'évaluation continue. Si on peut passer à la diapo suivante, voilà. Aujourd'hui, il y a un réseau qui est en place sur cette thématique. On a 7 sites d'essais qui sont en place et qui vont continuer de mener des essais. Donc, on répartit un peu partout sur le territoire. Donc, c'est un réseau dans lequel on trouve pas mal d'essais qui sont conduits en agriculture biologique. C'est le cas de l'essai de Boigneville, de Marsanguy, des herbiers de Lausanne et de Saint-Clar, et des essais en conventionnel aussi, et dans lequel on teste d'autres produits tels que le lombricompost, les poudres de basalte volcanique, des micro-organismes efficaces, des thés de compost. Donc voilà, on continue de se pencher sur le sujet, et on espère pouvoir vous partager des résultats bientôt. Donc finalement, dans ce topo, là, sur les leviers, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh bien, ce qu'on voit toujours, c'est qu'il faut toujours considérer l'évolution de la matière organique par rapport à son état initial, hein, puisque suivant les types de sol, suivant son climat, on va avoir des dynamiques qui peuvent être différentes. Et bien garder en tête que cette évolution est très lente, hein, c'est pour ça qu'on fait des analyses de terre tous les 5 ans pour voir l'évolution de la matière organique et pas tous les ans. Donc bien avoir, on va dire, ces ordres de grandeur en tête. Pour ce qui est des cives et digestats, sur la gestion de la matière organique, eh bien, on peut voir que le carbone du digestat est un carbone qui est plus stable, on va dire, qui est un carbone plus stable retourné au sol et qui contribue directement à la matière organique. Pour ce qui est de l'exportation de cives, c'est l'équivalent en fait d'un couvert de 2 tonnes de matière sèche. Et lorsqu'on retourne un digestat, eh bien, on est à peu près supérieur à un couvert de 2 tonnes de matière sèche sur la matière organique. Au niveau de l'exploitation, finalement, lorsqu'on introduit un méthaniseur, on modifie aussi toutes les pratiques, tout le système de culture. Donc, on a, on va dire, peu d'effet sur l'évolution de la matière organique liée à l'introduction d'un méthaniseur.
Et comme vient de le dire Héloïse, sur les activateurs de sol, pour l'instant, il y a, on va dire, peu d'effets sur l'évolution de la matière organique observée et également sur l'activité biologique du sol, mais on continue de poursuivre les travaux sur ces produits. Bien, mais je vous propose d'enchaîner sur le dernier chapitre de cette matinée autour de, là encore, des leviers autour de l'entretien humide d'un sol. Et la question est souvent posée, elle a d'ailleurs été abordée dans le chat, donc nous allons pouvoir le développer maintenant, sur l'effet des techniques de travail du sol, sur le stockage du carbone, sa répartition dans le sol, et l'incidence au final sur le fonctionnement du sol. Donc je vais passer la parole à Thibaut Ray qui va se présenter et vous traitez ce sujet sur la base d'un essai longue durée conduit en Rhône-Alpes. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, comme Anne-Monique vient de vous le présenter, je vais vous présenter la synthèse d'un certain nombre de suivis qui ont été réalisés en Rhône-Alpes, des suivis qui sont réalisés dans le cadre d'un essai longue durée qu'on conduit sur la station à Lyon, et puis de suivis qui sont réalisés chez des producteurs en agriculture de conservation depuis au moins 10-15 ans, et pour le plus ancien, quasiment une trentaine d'années aujourd'hui. Alors, si quelqu'un peut avancer la diapo. Voilà, donc du coup, vous avez ici la présence des 3 sites dont je vais vous faire part ce matin. Le point bleu qui est au milieu, en fait, il s'agit du site expérimental suivi sur la station de Saint-Exinove à Lyon. Vous avez, donc, il s'agit de l'essai longue durée que par la suite j'appellerai système. Le point rouge qui est juste à côté, en fait, il s'agit d'un agriculteur qui est dans une situation de gravier à quelques kilomètres de la station, en fait, qui nous sert de référence pour voir dans quelle mesure est-ce que les points issus de système sont représentatifs ou pas d'agriculteurs qui pratiquent l'ACS depuis un certain nombre d'années. Et puis le troisième point, c'est le point violet. C'est un point qui est un peu particulier parce qu'il s'agit d'un agriculteur qui est en situation d'élevage avec des apports d'effluents d'élevage, ou que ce soit des lisiers ou des fumiers, à proximité des massifs alpins, donc avec beaucoup de pluie, des sols qui sont plus profonds, et donc quelqu'un qui peut aller plus loin dans la croissance des couverts et dans les biomasses qui sont restituées au sol et tous les impacts que ça peut générer sur du coup la partie MO carbone dont on parle depuis ce matin. Donc avant de commencer les résultats, je vais vous présenter au moins les grands types de sols auxquels on est confronté. Donc la photo de droite, il s'agit d'une photo d'un profil de sol des graviers de la plaine de Lyon, dans lequel est situé ces systèmes à Pusignan, où la parcelle de l'exploitant qui s'appelle Jean-Yves Barge à côté, dans les graviers. Donc en fait des sols qui ont une très très grosse charge de galets. Donc on parle à peu près entre 30 et 40% de volume de terre, enfin de volume par horizon de galets. Donc en fait c'est très important en termes de charge de cailloux, ça sur l'intégralité du profil. Donc on a un horizon organique sur les 25 premiers centimètres, après on a un sol qui est plus ou moins ferrugineux sur l'horizon 25-40, et puis après on est sur du gravier tout venant qui peut servir à la construction assez rapidement pour les sols les plus profonds à partir d'1 mètre, mais sinon on peut avoir ce genre de choses à partir de 60 cm de profondeur. Donc c'est des sols très superficiels. En termes de réserve utile, ça varie de 70 à 110. Et là, en l'occurrence, pour la parcelle à Genasse ou 16 sur Pusignan, en fait, on est de l'ordre de 110 mm de réserve utile. Donc, c'est pas trop mal pour la plaine. Malgré tout, on a nécessité quand même d'accès à l'irrigation pour notamment faire du maïs. La parcelle chez Hervé Chambre, donc dans le sud de Savoie, il s'agit en fait d'une parcelle de limon. C'est des dépôts alluvionnaires en fait issus du Rhône. Donc, il n'y a aucun caillou. Et vous voyez qu'en fait, c'est très très limoneux, c'est des sols qui sont très profonds, avec la particularité d'avoir des remontées d'eau en fait liées au Rhône. Mais quels que soient les deux systèmes, en fait, on est sur une rotation, les deux types de sols, on est sur des rotations à peu près équivalentes sur la base de maïs et de blé, avec d'autres cultures de printemps pour couper notamment vis-à-vis des mycotoxines, soja ou du tournesol si c'est possible vis-à-vis des oiseaux. Alors, vous verrez dans la partie suivante, les modalités qui vous sont présentées, on l'a appelé NLSD parce que dans les parties de l'essai système, on fait appel à un peu à des passages de striptil. Donc, on ne peut pas vraiment faire du SD pur dans cette modalité-là, mais voilà, il y a un petit peu de travail.
du sol, dans certains cas. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est les résultats de l'essai système. Dans un premier temps, je vais me focaliser sur l'essai système pour que ce soit plus facile de bien dissocier les différents effets. Sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution des rendements en pluriannuel depuis le début de l'essai qui a commencé en 2011. Ce que vous représente ce graphique-là avec le nuage de points, c'est l'écart de rendement entre la partie qu'on a en non-labour semi-direct versus ce qu'on a en labour. Ce qui est important de retenir ici, c'est que au fur et à mesure des années, avec l'apprentissage de la technique, on a une amélioration des rendements dans la partie non-labour semi-direct. Malgré tout, au fil des ans, on se rend compte qu'en fonction des années, notamment entre les années sèches et les années plutôt humides, on a toujours un petit delta de rendement entre la partie labour semi-direct et la non-labour semi-direct et la partie labour. Et en fait, bon, c'est issu d'un certain nombre de facteurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le décalage de rendement entre les deux modalités, bah, ça induit un écart de restitution de biomasse au sol. Et c'est le graphique que vous avez à côté, en fait, qui vous représente les différences de biomasse qu'on a restituées du coup au système, que ça relève en fait soit des résidus de culture, soit des couverts intermédiaires. Donc, ce que vous voyez sur les deux bâtonnets jaune et orange, en fait, c'est les restitutions de biomasse de blé. Donc, on est de l'ordre de 5 tonnes 8, quelque chose comme ça. Et entre la partie lab et LSD, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de différence de biomasse parce qu'en fait, on arrive quasiment à faire le même rendement dans les deux systèmes. Là où il y a le plus de différence de rendement, c'est pour les parties maïs. On a un maïs qui se met en direct dans les résidus du couvert qui succèdent au blé. Et celui-là, en fait, est assez régulièrement impacté. Au début, il était impacté par des déficits d'implantation, puis maintenant, il est plutôt impacté par des déficits d'enracinement. Et donc là, l'écart de biomasse de tiges, feuilles restituées au sol entre le maïs labour et le maïs LSD, c'est de l'ordre de 1,7 tonne. Les couverts, en fait, qu'on a entre la partie labour et la partie non labour semi-direct, on essaie de les maintenir à la biomasse équivalente pour montrer, en fait, qu'en labour, on peut aussi apporter de la biomasse et voir en fait cet effet-là à l'échelle du système. Donc on essaie de travailler à biomasse de couvert équivalente. Pour la partie striptile, l'écart il est réduit parce qu'on fait un peu plus de rendement que dans la partie labour. Malgré tout, il réside 1,5 tonne d'écart entre la partie non labour semi-direct et la partie labour. Et le couvert entre les deux maïs, entre le maïs SD et le maïs striptile, en fait, c'est souvent un couvert à base de févrole et de pois. Et là, en fait, on a souvent assez régulièrement un petit décalage de biomasse qui n'est pas très élevé, mais malgré tout, il y a toujours un petit quelque chose. Donc, en fait, on a effectivement des écarts de biomasse restitués global, couvert, plus biomasse de maïs, qu'on soit en striptile ou en SD, qui peuvent être assez importantes. Et puis, dans la modalité tournesol, à l'époque où on n'avait pas encore trop de problèmes d'oiseaux, en fait, on ne voyait pas trop d'écart de biomasse, donc en fait, on avait des restitutions à peu près similaires. Aujourd'hui, le tournesol est remplacé par du soja. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a commencé après à calculer les stocks de carbone de ces différentes modalités de l'essai. Alors, si la diapo est bien avancée. Donc la première chose quand on veut calculer un stock, en fait, c'est de mesurer les densités apparentes par horizon, parce que le stock de carbone, c'est par horizon la multiplication entre la teneur en carbone organique de cet horizon et la densité apparente de cet horizon-là. Donc ce que vous avez à l'écran, c'est les densités apparentes de ce qu'on a mesuré dans l'essai. Donc c'est les moyennes des modalités SD et les moyennes des modalités labour. Donc le labour, en fait, c'est finalement des densités apparentes qu'on a remesurées cette année, qui sont assez proches de la bibliographie de la plaine de Lyon. Hein. On est de l'ordre de 1,1 de densité dans l'horizon qui peut être travaillé. Et puis après, plus on descend, plus on a une tendance à diminuer la densité apparente, la charge de cailloux augmente, et en fait, du coup, on a des sols qui ont des densités de terre fine assez faibles. Pour la modalité SD, effectivement, on a aussi là quelque chose d'assez similaire à ce qu'on observe habituellement dans les réseaux d'essai, c'est-à-dire qu'avec le nombre de travail du sol en surface, on a une diminution de la densité de l'horizon 0,10. Et après, ce qui est assez flagrant, et c'est ce qu'on observe aussi chez Jean-Yves Barge juste à côté, c'est qu'on a une augmentation de l'horizon 30-40, sous-jacent à l'ancien horizon labouré. Et puis après, en dessous, on est sur quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire qu'on voit encore descendre la densité apparente en dessous de 40 cm de sol, quelque chose d'assez proche. Donc en fait, c'est assez important. Ce qu'on a mis en surbrillance ici, là, dans la partie 30-40 cm, c'est quelque chose qui nous interroge énormément parce que bon, ça va avoir un effet sur le stockage du carbone, on y reviendra de la diapo juste après, mais ça peut avoir un effet aussi sur l'enracinement, même si les valeurs
absolues de la densité apparente ne sont en théorie pas rédhibitoires sur la capacité des plantes à s'enraciner correctement. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Voilà, donc maintenant qu'on a fait la densité apparente, voilà la stratification en fait, du carbone organique qu'on a mesuré sur les différentes modalités de l'essai. Donc la courbe bleue vous représente la modalité labour et la courbe jaune, la stratification de des modalités en semi-direct. Ce qu'on voit, c'est que après les 10 premières années de l'essai, on voit que le labour, finalement, on a réussi à maintenir une teneur en matière organique de l'ordre de 1,2 dans l'horizon de surface, puis après, ça diminue autour de 1,1 dans l'horizon 30-40, puis après, pour être proche de 0,5 puis 0,4 plus en profondeur. Ça, c'est des valeurs qui sont finalement assez proches des valeurs standards des gens qui travaillent le sol dans la plaine de Lyon. Dans la partie SD, vous voyez qu'en fait, on a réussi en 10 ans à augmenter de façon assez importante l'horizon superficiel avec de la MO. On a diminué un tout petit peu la matière organique dans l'horizon inférieur, le 10-25 cm de profondeur, lui, il en a légèrement pâti. Et puis, sur l'horizon 30-40, on voit un décalage qui peut être finalement assez important, de l'ordre de 0,2 points entre les deux modalités. Ça, c'est important parce que quand on voit une très belle stratification avec des teneurs qui finalement se rapprochent, et ça va avoir un effet assez important parce que quand on multiplie la densité par les teneurs en matière organique, on peut obtenir les stocks. Et du coup, quand on a une faible densité fois un gros stock ou une petite quantité de carbone organique fois un gros stock, ça va, par conséquent, ça a des effets assez importants. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est les stocks qu'on a calculés à masse de terre équivalente. Ça, c'est assez important parce que quand on a finalement l'arrêt du travail du sol, on a des horizons qui ont tendance à se tasser un petit peu. Par rapport à un horizon soufflé du labour, en fait, on remet les volumes de terre par rapport à des horizons équivalents. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est les stocks de carbone par horizon. Chacun des encarts et des rectangles de couleurs différentes, ici, vous représente le stock de carbone par horizon. Donc, le rectangle beige, on va dire, ou jaune clair, représente le stock de carbone de l'horizon 0,10, celui de orange clair représente le stock de carbone de l'horizon 10,25, et ainsi de suite jusqu'au stock le rectangle ocre, on va dire, qui représentera le stock de carbone de l'horizon 40-80. Ce qu'on voit ici, c'est que en fait, entre la partie labour et la partie semi-direct, au bout de 10 ans, l'écart de stock de carbone, il est finalement assez faible. Ça représente à peu près 100 kg de carbone par hectare par an de différence entre la partie labour et semi-direct. Le gros de l'écart de carbone, il réside dans l'horizon superficiel, où en fait on avait une très grosse teneur de carbone organique en surface. Sur l'horizon 10-25, la différence est minime. Ce qu'on voit, c'est que sur l'horizon 25-40, entre la partie labour et la partie SD, on voit une légère différence de stock qui réside en fait dans le fait que on avait des teneurs en carbone qui étaient plus faibles sur un volume de terre qui est assez conséquent. Donc au final, on a à peu près 100 kg de carbone par hectare et par an de différence entre les deux modalités. Et ça, c'est assez conforme à un certain nombre d'analyses qui ont été réalisées sous forme de qui ont été publiées dans la recherche. Le graphique que vous avez présent à l'écran, en fait, lui, il vous représente l'évolution des stocks de carbone sur un essai longue durée qui est non plus en Rhône-Alpes ce coup-ci, mais dans le sud bassin parisien, qui lui a été commencé dans les années 70 avec 3 modalités, labour, travail superficiel et SD. Ce qui était assez intéressant, en fait, et c'est ce pourquoi je souhaitais vous présenter cette diapo-là aujourd'hui, c'est qu'au fil des années, vous voyez que les stocks, ils évoluent, jusque dans les années 2000, où en fait, on avait des différences significatives entre les différentes modalités. Et puis, en fait, entre les années 2000 et 2005, il y a eu une période assez pluvieuse. Et dès lors, en fait, que la pluie est arrivée, qu'on a augmenté, en fait, on a assez rapidement déstocké, parce que la pluie a permis, en fait, de minéraliser et d'optimiser, enfin, d'utiliser pleinement tout le potentiel microbien qui avait été mis en place jusqu'alors. Donc, en fait, les stocks que je viens de vous présenter là, c'était juste pour vous montrer que, ils pouvaient être très évolutifs aussi d'un point de vue pluriannuel, et que c'est pour ça que les écarts sont finalement assez faibles entre la partie labour et la partie SD.
un des autres enseignements qu'on peut faire de cet essai-là, c'est qu'on a essayé de caractériser tout ce qui relève de la microbiologie de ces sols-là. Donc, comme on vous l'a présenté tout à l'heure dans le cadre des référentiels de microbiotaire, on a la capacité aujourd'hui, plus ou moins en routine, de doser de la biomasse microbienne par kilogramme de terre fine. C'est le graphique que vous avez à gauche. Et c'est ici qu'apparaissent les parcelles des agriculteurs membres des réseaux de suivi en parallèle de l'essai. Donc vous avez les courbes bleues et les courbes jaunes qui vous représentent la biomasse microbienne brute dans le graphique 2 à droite, issu de l'essai système. Donc vous voyez, on voit une différence assez marquée, en fait, au moins dans les horizons superficiels, entre la partie labour et la partie aisée de l'essai système. Voilà, on est de l'ordre de 200, finalement, qui est une teneur assez faible par rapport à ce que vous avez pu voir dans le référentiel microbiotaire des diapos juste avant. Et puis on monte assez rapidement à 500 pour l'horizon superficiel de l'essai système. Puis après, petit à petit, ça descend pour rejoindre en fait les ordres de grandeur de la modalité labour dès les 30 premiers centimètres. Chez Jean-Yves Barge, qui est à côté, effectivement, qui a 2-3 ans de plus que nous en termes de référence et d'acquisition de compétences sur la technique en ACS, on voit qu'en fait, il est sur les mêmes ordres de grandeur et puis en fait, les courbes des suivis qui ont été réalisés chez lui, en fait, suivent de façon assez proche ce qu'on peut voir dans l'essai système. Ce qui est intéressant de voir sur ce graphique-là, c'est que Hervé, qui est un système d'élevage, Hervé Chambre, qui est un système d'élevage avec beaucoup d'eau et donc du coup la capacité à faire pousser des couverts avec des biomasses supérieures à celles que nous on obtient dans ces systèmes, bah effectivement sur l'horizon superficiel, il a des teneurs, des biomasses de microbiologiques qui crèvent les plafonds. En fait, on est assez proche de ce qu'on peut observer sous un sol forestier, donc c'est assez impressionnant. Ça, c'est lié effectivement à ce qui est restitué au sol, sous forme de pro ou sous forme de résidus de culture. Mais ce qui est assez intéressant de constater, c'est que même si lui part de très très haut en termes de biomasse dans les horizons de surface, en fait, dès lors qu'on arrive dans les horizons où il ne se passe plus grand-chose, où il n'y a plus trop de carbone, et dès lors, dès 40 cm, en fait, on est sur des teneurs très très faibles, proches de n'importe quel autre type de sol, dans ces profondeurs-là. Et c'est ce qu'on voulait vous montrer dans le graphique qui est à gauche, le graphique numéro 1. Finalement, c'est la relation entre la biomasse microbienne observée et le pourcentage de carbone organique des horizons. C'est-à-dire que voilà, en fait, il y a une relation qui est assez linéaire. En fait, plus vous êtes carbone organique, plus vous avez la capacité à avoir de la biomasse microbienne dans vos sols. Et en fait, dès lors qu'il n'y a plus grand-chose, vous voyez, c'est ce qu'on observe en dessous de 45-50 cm de profondeur. Quel que soit le système, quel que soit le niveau de départ en fait, des horizons superficiels, on a finalement des activités microbiennes qui sont très faibles. Donc malgré l'intégration des couverts, on essaie de les optimiser, malgré tout ça, en fait, et du coup, les développements racinaires, l'aération du sol par les fissures qui sont générées par la macrofaune ou par le climat, en fait, on ne voit pas grand-chose qui se passe en dessous de 45-50 cm de profondeur. Ces données, elles sont assez rares, donc c'est pour ça qu'on tenait à vous les présenter ce matin. Du coup, je vais en finir sur ma bout de présentation d'une partie de la synthèse des résultats de ce réseau-là. C'est qu'en fait, au final, quel que soit le travail du sol, à biomasse de couvert équivalent, on voit très peu de différence de stockage entre les modalités. Donc, le stockage, en fait, il réside vraiment plus par la quantité de restitution que par l'effet de travail du sol. La biomasse microbienne, elle suit le gradient du carbone qu'on obtient avec le non-travail du sol. Et un point de vigilance, parce que là, du coup, on n'a pas beaucoup abordé, mais un des gros points qui explique qu'on a des déficits de rendement dans la partie SD, c'est des déficits d'enracinement liés à la capacité des plantes à rentrer dans ces sols qui sont certainement plus durs et plus compacts. Et ça, c'est un effet également sur l'infiltration de l'eau. Et je vous dis ça parce qu'en fait, on a des enjeux très forts vis-à-vis de l'érosion. Et donc, on a réalisé un certain nombre de tests pour, du coup, caractériser la capacité de ces sols à retenir l'eau. Et en fait, voilà, on a mis en œuvre le Birken test qui vous a été fait part juste avant. Donc, le Birken test, c'est un indicateur qui simule en fait la capacité d'un sol à absorber une pluie de 10 mm sur un sol qui est saturé en eau, donc à la capacité au champ. Donc, vous avez ici les différents suivis qui ont été réalisés sur les parcelles donc, de l'essai système, MLab, MNSD, les parcelles chez Jean-Yves et Quentin Barge et les parcelles chez Chambre. Ce qu'on voit, c'est que dans la partie non labour semi-direct,
et la partie labour de l'essai système, et de bâtonnet à gauche, on a une vitesse d'infiltration qui est 2 fois plus rapide dans la partie SD, donc ça nous intéresse grandement pour limiter les phénomènes d'érosion. Chez Jean-Yves et Quentin, qui ont des machines qui sont plus grosses, ils font du contrôle traffic farming, donc ils localisent les passages des engins, et donc on s'est permis de faire les tests d'infiltration sous ces passages de roues, donc ces zones qui sont plus ou moins sacrifiées versus ce qui est hors trafic d'engins. Et donc ce qu'on voit, c'est que hors passage de roues, ils sont sur des niveaux d'infiltration qui sont à peu près similaires à ceux qu'on observait dans ces systèmes. Par contre, sous les passages de roues et les zones qui sacrifient, voilà, on est sur des teneurs qui s'envolent. Donc ça pose la question, en fait, dans ce cas de figure, de quelle est la représentativité en termes de surface de ces passages de roues, et il faut à tout prix veiller à ce qu'ils soient les plus petits possibles. Et puis chez Hervé, il y a en fait une zone qui est avec plus ou moins d'historique. On voit qu'en fait les ordres de grandeur sont assez proches, même s'il est en limon, de ce qu'on observe dans les graviers de la plaine de Lyon. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation dans vos activités. Merci à tous pour votre participation active et à bientôt sur un des webinaires Arvalis.